Écossais ne sont pas favorables à l'indépendance de leur pays. C'est ce qui ressort du référendum qui a eu lieu hier dans le pays. Cinquième jour de grève des pilotes d'Air France, 45% des vols devraient être assurés ce vendredi au dire de la direction de la compagnie. La tortue est d'une gravité et d'une ampleur insoutenable au sein des forces de sécurité nigérianes. C'est un constat que décrit Amnesty International. Heureuse de vous retrouver pour cette session de l'information sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les Écossais étaient appelés aux urnes hier dans le cadre du référendum sur l'indépendance de leur pays. Ils avaient notamment à répondre par oui ou par non à une question fondamentale. L'Écosse doit-elle être indépendante? De Glasgow à Édimbourg, en passant par une myriade d'îlots, les 4,2 millions d'électeurs inscrits sont massivement sortis pour accomplir leur devoir civique. La plupart des 5000 bureaux de vote prévus pour la circonstance ont ouvert leurs portes à 6 h GMT pour les refermer à 22 h. Les premiers résultats du scrutin sont tombés tôt ce matin. Ils étaient d'ailleurs très attendus par les 92% restants des Britanniques, simples spectateurs d'un possible éclatement du Royaume-Uni. Eh bien, c'est le non qui l'emporte par 55,42% des voix contre 44,58% de voix pour le oui. Déjà, le leader des indépendantistes, Alex Salmond, a reconnu la défaite de son camp. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. En France, la grève des pilotes d'Air France s'est poursuivie hier et devrait continuer ce vendredi. Cela fait 5 jours que les clients de la compagnie payent les frais de ce mouvement de grève. Même si la situation devrait un peu s'améliorer aujourd'hui, seuls 45% des vols seront assurés selon la direction de la compagnie. Les propositions faites par cette dernière pour tenter de désamorcer la grève sont jugées largement insuffisantes par le président du syndicat des pilotes de cette compagnie. Il estime par ailleurs que ces nouvelles propositions n'apportent rien de nouveau pour rassurer les pilotes. Toujours en France, le président François Hollande était hier face à la presse. Il a annoncé entre autres que la France a décidé d'accorder un soutien aérien à l'Irak pour combattre l'organisation État islamique. Un soutien qui sera limité aux frontières du pays. Voici un extrait de son intervention. Le mouvement terroriste que l'on appelle Daesh a prospéré dans le chaos syrien, et disons-le aussi, parce que la communauté internationale est restée inerte. Ce matin, j'ai réuni le Conseil de défense et j'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes pour accorder le soutien aérien. Notre but est de contribuer à la paix et à la sécurité en Irak, en affaiblissant les terroristes. Nous n'irons pas au-delà. Il n'y aura pas de troupes au sol et nous n'interviendrons qu'en Irak. À l'instant, le président français François Hollande. Sur le continent africain, Amnesty International a appelé jeudi le Nigeria à criminaliser enfin la torture. L'organisation constate que sa pratique est d'une gravité et d'une ampleur insoutenable au sein des forces de sécurité nigérianes. Plus de détails dans ce reportage. Dans un nouveau rapport intitulé « Bienvenue en enfer », Amnesty International estime que l'ampleur et la gravité des tortures infligées à la population nigériane par les autorités censées les protéger sont insoutenables. Selon elle, l'éventail des techniques utilisées est effrayant et va notamment de l'arrachage d'ongles ou de dents à la suffocation, en passant par les décharges électriques et des violences sexuelles. Nous croyons que c'est le moment pour le gouvernement de criminaliser la torture et appliquer cette loi efficacement. Deuxièmement, le gouvernement doit s'assurer que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées pour toutes les allégations de torture au Nigeria. Le cycle d'impunité doit s'arrêter.
Nous croyons que des milliers de personnes ont été tuées de façon extrajudiciaire, de sang-froid, et aussi des centaines meurent dans des conditions de détention vraiment terribles, y compris affamées, avec des nourritures non adéquates et une attention médicale non appropriée. Une loi interdisant la torture est bloquée au Parlement nigérian depuis 2 ans. Le Nigeria est considéré par Amnesty International comme le 5e pays au monde où la pratique de la torture est la plus répandue. Quelques informations en bref, mais nous restons au Nigeria où les islamistes de Boko Haram ont pris le contrôle d'au moins 25 villes du nord-est du pays. Selon l'évêque de la région, 10 villes de l'état de Yobe, 10 autres de Bono et 5 de l'Adamawa seraient tombées aux mains des insurgés en un mois. Ces derniers revendiquent notamment la création d'un califat dans cette région. De son côté, le gouvernement nigérian nie avoir perdu le contrôle d'une partie de son territoire au profit du groupe Boko Haram. Quelques informations relatives au virus Ebola à présent, mais toujours au Nigeria. 116 000 musulmans quitteront le pays cette année pour se rendre en Arabie Saoudite pour le pèlerinage à la Mecque. Afin d'éviter la diffusion du virus Ebola sur le lieu saint, les autorités sanitaires nigérianes ont initié des contrôles de dépistage auxquels tous les pèlerins devront se soumettre. Selon ces autorités, l'idée du dépistage de tous les passagers arrivant et quittant le Nigeria vise à garantir que le Nigeria n'exportera et n'importera aucun cas d'Ebola. Cette mesure est appliquée à tous dans le pays et ceux qui partent en pèlerinage à la Mecque n'y échapperont donc pas. Au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf salue la décision de son homologue américain Barack Obama, décision suivant laquelle les États-Unis apportent une aide militaire à son pays. Mais dans le rang de la population, les avis divergent sur la question. Reportage. Un tien vaut mieux que deux. Ellen Johnson Sirleaf a favorablement accueilli l'annonce par le gouvernement des États-Unis d'une aide militaire directe à son pays dans la bataille contre Ebola et dit espérer que d'autres sauront lui emboîter le pas. La nouvelle n'a non plus laissé indifférents les populations. C'est un signe clair que le Libéria, en tant que nation, n'a pas la capacité de gérer la situation actuelle. Donc nous sommes ouverts et demandons à nos partenaires internationaux et aux pays amis de venir à notre secours. Nous sommes ravis de voir que le gouvernement américain a écouté le peuple de Libéria et a promis de déployer 3000 hommes au Libéria pour assister notre lutte. La contribution américaine saluée du grand nombre, il est toutefois des voix qui s'élèvent au sujet de son opportunité, vu la nature de l'aide. Je suis vraiment surpris de voir l'Amérique nous envoyer des forces militaires et non médicales. On ne sait pas quoi penser. Peut-être que l'Amérique a des motifs ultérieurs. Il faut qu'ils viennent dire au peuple du Libéria ce qu'ils cachent. Barack Obama et Ellen Johnson Sirleaf, tous deux prix Nobel de la paix respectivement en 2009 et en 2011, ont échangé à plusieurs reprises tout au début de la crise. Les militaires américains en Afrique de l'Ouest ont officiellement pour mission de participer à la construction de centres de traitement, d'offrir une aide logistique et de former le personnel sanitaire sur place. Toujours en ce qui concerne la propagation du virus Ebola sur le continent africain, la volontaire de Médecins sans frontières MSF contaminée au Libéria par le virus a été rapatriée dans la nuit d'hier à aujourd'hui et hospitalisée près de Paris. Il s'agit du premier malade d'Ebola accueilli sur le sol français. L'avion médicalisé qui a ramené la patiente d'Afrique de l'Ouest a atterri vers 1h30 ce matin. Une ambulance escortée de 4 motards et plusieurs véhicules a quitté la base peu après et pris la direction de l'hôpital militaire Béguin à Saint-Mandé où elle est arrivée environ une demi-heure plus tard. Cet hôpital est notamment équipé spécialement de 2 chambres à pression négative, précaution destinée à éviter toute échappée d'agents contaminants à l'extérieur. La femme contaminée a contracté la maladie à Monrovia où elle était en mission. Elle est le premier cas connu de contamination parmi les Français présents dans les zones touchées en Afrique par le virus Ebola.
Direction maintenant l'Haïti. Le gouvernement appelle à une mobilisation générale contre le choléra. Les Haïtiens sont appelés à se faire massivement vacciner. L'opération s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de vaccination mise en place par les autorités du pays pour éradiquer cette maladie. 8600 cas de décès du choléra en 2010. Ce drame, Haïti s'attelle à ne plus jamais le revivre. Et cette campagne de vaccination qui en est à sa deuxième phase se veut une parade parmi tant d'autres pour y arriver. Elle vise prioritairement à vacciner près de 200 000 personnes vivant dans les communes où la maladie persiste. En plus des actions d'urgence, l'ONU appuie le gouvernement sur des initiatives à long terme, notamment la campagne pour l'assainissement total lancée conjointement en juillet dernier par le Premier ministre d'Haïti et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Cette mesure a été prise en vertu des recommandations du groupe technique consultatif de l'Organisation panafricaine de la santé sur les maladies évitables. Selon ces experts, les vaccins oraux de 2 doses contre le choléra sont sûrs et offrent une protection durable proche de 70% et s'avèrent efficaces pour une durée de 2 ans dans les zones endémiques. En août 2013, une campagne similaire d'un régime de 2 doses avait été menée par le gouvernement d'Haïti avec l'appui des Nations Unies et avait pu atteindre une population d'environ 107 000 personnes. Parlons à présent des précipitations. Il en pleut, il en tombe des pluies à Paris. 3 personnes sont décédées et au moins 2 ont disparu jeudi dans un camping en bordure d'une rivière à Lamalou-les-Bains en raison de violents orages qui ont également provoqué la mort d'une septuagénaire. Reportage. Les crues se forment après de fortes précipitations ou à la suite d'une fonte massive des neiges. À l'intérieur des terres, on peut distinguer 3 types d'inondations. Le premier type est la crue par débordement. Suite à de fortes précipitations, une rivière ou un fleuve déborde de son lit. L'eau envahit des vallées entières. Les inondations peuvent se propager très loin de la zone des précipitations. Les fleuves additionnant toute l'eau des rivières confluentes, les crues peuvent être beaucoup plus fortes en aval. Le deuxième type d'inondation est l'accumulation d'eau dans les bassins. En temps normal, la plus grande partie de l'eau de pluie est absorbée par le sol et rejoint la nappe phréatique. Lorsque le sol a une capacité insuffisante pour absorber cette eau, celle-ci s'accumule dans les zones les plus basses. L'eau remplit alors rapidement les vallées en dehors des rivières. Le troisième type d'inondation est lié à l'urbanisation croissante des zones inondables. Les eaux remontent alors à travers les réseaux d'égouts dans les zones les plus basses. Ce phénomène est accru par la couverture croissante des terres avec des routes, parkings et bâtiments. Sous ces espaces urbanisés, l'eau ne s'écoule plus dans les sous-sols et augmente encore la charge des canalisations. Retour sur le continent africain pour faire le tour du reste de l'actualité. Nous irons entre autres en Guinée et au Mali où le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique a une fois encore fait parler de lui. L'Afrique en bref, c'est une compilation de Joël Yetonji. Au Nigeria, le célèbre télévangéliste propriétaire d'un immeuble dont l'effondrement a fait 80 morts vendredi dernier à Lagos a dénoncé un complot contre son église. Des Nigérians, des Sud-Africains et d'autres étrangers figurent parmi les victimes de l'accident qui a fait au moins 80 morts et 130 blessés. Au Mali, 5 Touaregs membres d'une même famille ont été enlevés par des hommes armés près de Tombouctou dans le nord-ouest du pays. Aucune revendication pour l'heure, mais on évoque la piste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Guinée, au moins 21 personnes ont été blessées lors d'une manifestation contre des officiels en campagne de sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola dans le sud-est du pays. Au Rwanda, le président du Sénat, Jean Damascène, a démissionné ce mercredi de ses fonctions, évoquant des raisons personnelles. L'homme a précédemment été mis en cause par 15 membres de la Chambre haute du pays. En République démocratique du Congo, des policiers et militaires se sont affrontés dans la nuit du mercredi à jeudi au Nord Kivu, dans le nord-est du pays. Une bataille rangée ayant fait au moins 2 morts dans le rang des policiers.
En bref, les djihadistes du groupe de l'État islamique continuent de faire parler d'eux. Dans une vidéo diffusée hier, ils ont montré un journaliste britannique enlevé après son arrivée en novembre 2012 en Syrie. Dans cette vidéo diffusée sur YouTube, le journaliste qui avait collaboré avec les journaux Sunday Times, The Sun et avec l'AFP apparaît seul dans une tenue orange, comme vous pouvez le voir sur l'image, et affirme être aux mains de l'État islamique. Et puis la Banque centrale des États-Unis, Fed, entend continuer à réduire son soutien à l'économie américaine. Elle maintient par ailleurs qu'elle ne relèverait pas ses taux avant une période de temps considérable. Ces informations ont été rendues publiques avant-hier à Wall Street. C'est officiel, la Banque centrale américaine Fed réduira à nouveau son soutien monétaire à l'économie américaine. Elle laisse par la même occasion ses taux d'intérêt inchangés proches de zéro comme ils le sont depuis fin 2008. En ce qui concerne les taux d'intérêt, la Fed a affirmé à nouveau qu'elle allait probablement garder son taux directeur actuel pour une période de temps considérable après la fin du programme de rachat d'actifs, surtout si l'inflation reste en dessous du seuil du but des 2% voulu par la Fed sur le long terme et que les attentes à long terme sur l'inflation restent solidement ancrées. En ce qui concerne la prévision de la croissance économique aux États-Unis pour 2014 et 2015, la Fed l'a revue à la baisse tout en améliorant ses projections sur le chômage. Le produit intérieur brut du pays devrait ainsi progresser de 2% à 2,2% sur un an au dernier trimestre 2014. Le marché de l'emploi ne s'est pas encore totalement remis. Il reste trop de gens qui cherchent du travail, mais n'en trouvent pas. Trop de personnes travaillent à temps partiel, alors qu'elles préféreraient travailler à temps plein. En attendant de résorber ce problème, le Federal Open Market Committee, responsable de la politique monétaire américaine, a décidé de diminuer de 10 milliards de dollars supplémentaires ses injections mensuelles de liquidités. Aussi, la Fed n'achètera plus que 15 milliards de dollars mensuels de titres, répartis pour 10 milliards en bons du Trésor et pour 5 milliards en titres adossés à des créances hypothécaires. Une autre musique à présent avec le festival de breakdance d'Ouganda, un festival qui vise à sortir les jeunes de la violence des rues et leur faire découvrir leur riche héritage de danse traditionnelle. Des pas d'Afro House et des mouvements de Bola et d'Amagunju. Ou comment faire du neuf avec de l'ancien. Un mix pour raviver l'intérêt pour la culture ougandaise. Et le festival Batalo attire aussi les jeunes du Kenya, Congo et même le champion de France de breakdance venu encourager l'initiative. Ils ont ce qu'on appelle l'instinct, le groupe, cette capacité à donner de la vie au mouvement. Après, ce qu'ils n'ont pas, c'est beaucoup de technique. Ils n'ont pas beaucoup de technique. Des jeunes Ougandais bourrés de talent mais qui ont du mal à s'intéresser aux quelques 40 danses traditionnelles de leur pays. Le cocktail moderne traditionnel leur permet de revisiter cet héritage. Les jeunes abandonnent leur danse traditionnelle parce qu'ils regardent MTV Base et tout ça, les médias. Quand ils regardent ça, ils se disent « qu'est-ce que c'est que cette frénésie ?» Ils veulent faire ça. Au final, ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Les arts en Ouganda sont loin d'être une priorité pour le gouvernement. Moins d'1% du budget de l'État y est consacré, alors les financements privés ont pris le relais pour donner naissance au projet, mais les effets bénéfiques restent sous-évalués. Ça représente beaucoup que des jeunes de la rue s'engagent dans ce genre de choses. Un défi. Et qu'ils arrêtent de faire les poches des gens et prendre de la drogue. Sortir une jeunesse de la rue, mais aussi stimuler l'économie. D'après une étude des Nations Unies, l'exportation des biens culturels a augmenté de 12% ces 10 dernières années dans les pays en développement. Une vitrine pour la culture ougandaise. Madame, Monsieur, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de nous avoir accordé votre attention.